Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette table ronde, cette rencontre à table. Nous fêtons, comme vous le savez peut-être, les 5 ans de la Cité du Vin ce mois de juin. Et donc nous avons plusieurs événements et on a voulu faire un focus sur l'art de vivre et la convivialité, le retour de la convivialité qui nous rassemble tous et qui nous est très cher en ce moment. Donc nous avons pour cette table ronde le plaisir d'accueillir des invités d'exceptionnels, donc Franck Ferrand et Emmanuel Perraudin. Je dois excuser Madame Ariane Massenet qui malheureusement a eu un grave souci personnel qui la rendait indisponible ce soir. Donc elle m'a transmis le message et vous prie de l'en excuser. Elle ne pourra pas être là malheureusement ce soir. Ce sera pour une prochaine fois, nous l'espérons. Mais voilà, donc ce soir, cette table ronde est animée par Isabelle Wagner. Isabelle est animatrice depuis 17 ans, septembre 2017, sur la matinée de France Bleu Gironde. Elle a passé l'essentiel de sa carrière à Radio France et elle est également, elle a été journaliste au service de la création de 2 médias téléprivés et également sur France 3 Aquitaine. Elle a lancé aussi parallèlement des podcasts privés sous l'identité des Balades d'Isa. Voilà, donc ce soir, c'est aussi sa curiosité pour le repas et la gastronomie qui nous lie ce soir qu'elle a accepté d'animer cette table ronde. Donc à l'issue de cette table ronde, vous pourrez poser des questions. Pour des raisons sanitaires, on ne peut pas faire circuler de micro, mais je vous invite à parler haut et fort. Isabelle Wagner relaiera vos questions pour que tout le monde puisse l'entendre. Sachant que nous sommes aussi ce soir en direct et en retransmission sur nos écrans, puisque certains d'entre nous sont donc depuis chez eux et sont en train de suivre cette rencontre en ligne. Donc bienvenue aussi à vous qui nous suivez depuis chez vous. Vous aurez également la possibilité de poser des questions via le chat de Zoom, et donc on relaiera les questions auprès de nos invités dès la fin de la rencontre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir pour assister à cette rencontre entre 2 hommes fabuleux, vraiment que je découvre avec vous. Ça les fait sourire. Alors, ce soir, il y a donc Emmanuel Perraudin, qui est cuisinier itinérant, qui est donc sur votre gauche et sur ma droite, voilà. Qui s'amuse à créer des œuvres culinaires en conversation avec des toiles de maître, des dîners insolites composés. Et puis, il y a aussi Franck Ferrand, qui est animateur tous les matins à 9h sur Radio Classique, à la télé aussi sur CNews, pour La Belle Histoire de France, et commentateur pour les paysages et les terroirs sur France Télévisions pour le Tour de France de midi à 19h, l'occasion de voir la grande boucle différemment. Voilà, vive le vélo et vive le vin. Alors, avant de débuter la conversation entre ces 2 personnes, on va peut-être voir déjà la vidéo d'Ariane Massenet. C'est une façon de saluer aussi Ariane qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, lançons cette vidéo et à tout de suite. Avec plaisir. Dans votre discours, pourriez-vous mettre l'accent sur le partage et la sociabilité du vin ? Oui, je peux dire que la dégustation collective du vin accompagne les moments forts de notre vie privée ou publique. Peut-être commencer par le vin sans façon, qui est très présent sur les tables familiales, et puis le vin dans les repas de fête. Parfait. Ensuite, vous pourriez enchaîner avec la tradition française, des cafés où l'on refait le monde devant un petit ballon de côte. Ah, les bars, les troquets, lieux privilégiés de socialisation et de mixité sociale. On refait le monde entre amis, avec des inconnus, on parle fort de politique. On n'est jamais d'accord. Et les commentaires devant les matchs ? C'est vrai que le vin délie les langues, on se confie, on est complice, on pleure un chagrin d'amour devant un petit blanc limé accoudé au comptoir. Il n'y a pas si longtemps encore, on jouait dans les bars, aux cartes, aux dés, au baby-foot.
Je regrette que de nombreux cafés disparaissent en France. Oh oui, mais dans les bars à vin branchés, ça ouvre une nouvelle occasion de se retrouver à l'extérieur autour d'un verre. Oui, oui. D'ailleurs, avez-vous déjà fait la tournée des bodegas en Espagne en fin de journée? J'adore l'ambiance. Bon point. En revanche, vous ne connaîtrez jamais le chiquiteo. Les tournées dans les bars au Pays Basque avec la bande d'amis exclusivement masculins. Au moins, en Allemagne, les femmes dégustent du vin blanc dans les Weinstube avec leurs compagnons. Un point partout, Ouais. la balle au centre. Vous le sentez, ce vin demi-sec, là? Ce petit arôme fruité. De par mon métier, je suis amenée à côtoyer les tables les plus simples comme les banquets les plus protocolaires. Est-ce que vous connaissez les merveilleux rituels symboliques du vin dans la tradition juive? Ah non, je n'ai jamais eu l'occasion de le vivre et je le regrette. Le vendredi soir dans les familles, c'est la cérémonie du Shabbat. Sur une belle table dressée, des bougies sont allumées, 2 beaux pains sont recouverts de napperons. Une magnifique coupe en argent, le kidouche, est remplie à ras-bord de vin cachère ou de jus de raisin. Le père de famille, debout, récite la bénédiction, la coupe levée dans la main droite, à la gloire du fruit de la vigne. Et qui boit le vin de cette coupe? À tout le monde, mais dans un ordre déterminé. Puis, un morceau de pain est offert à tous les convives et le repas commence, composé de différents mets raffinés et accompagné des chants du Shabbat et des commentaires de la Torah. Je bois vos paroles. Et est-ce que vous connaissez le soupra, le banquet traditionnel géorgien? Ah, non plus, Non. décidément. Le maître de banquet, le tamada, est placé en bout de table. Et il porte de nombreux toasts à Dieu, à la vie, à l'amour, à vos À vos souhaits, souhaits. à l'amitié, aux enfants à venir et même aux morts. Tous les convives doivent vider leur verre à chaque toast, entrecoupé de chants, de danses, de conversations. Historiquement, il paraît même que le vin a été servi dans une corne sans pied qui devait être vidée avant d'être posée. C'est émouvant, ces rites qui cimentent une société autour du vin. Et si en plus, vous vous laissez envoûter par le trait typique chaque rouleau, alors là... C'est un bon vin? Non, c'est un chant polyphonique a cappella qui est chanté lors de ces fameux soupras liés à la culture géorgienne de la vigne et du vin. Et si vous êtes d'accord, je pourrais terminer mon discours en abordant la place d'honneur des vins dans les banquets familiaux ou officiels, sur tous les continents et dans tous les milieux. Impeccable. Et alors ça, c'est ma partie, hein. Les repas de chasse, les banquets républicains. Où il y a une signification sociale, diplomatique, voire politique dans le choix des vins servis. Justement, je viens de marier ma fille. Et nous avons offert à la noce une superbe cascade de champagne. Je trouve ça fascinant. Cette pyramide de verres empilés les uns sur les autres, avec le champagne qui coule lentement, lentement, jusqu'à la dernière coupe. Et quand chaque convive a eu sa coupe à la main, avec ma femme, nous avons porté des toasts aux jeunes mariés qui ont ému toute l'assemblée. Ah, j'adore le rituel des toasts. C'est une pratique quasi universelle, et j'en connais beaucoup. Ah, et moi aussi. On fait un concours? Ah oui. Santé, Cheers! slench, Prosit! salud, Salute! skol, Herheim! yermat, Kampai! gaumarchos. Na zdrowie! Yamas. Pousse! Et j'adore aussi les grandes fêtes des confréries. Avec leur intronisation, les repas festifs, les chants. Parfois très rabelaisien. Ah, je suis fier de sentir que mon festival du vin est uni à distance avec toutes les fêtes du monde entier organisées par les vignerons. Oui, en France, entre autres, les fêtes de Champagne, les fêtes de Bourgogne. Et je rêve un jour d'être invitée à la prestigieuse fête de la fleur à Bordeaux. Il paraît que la chorégraphie des maîtres de chai est absolument incroyable. Ah, je me félicite de vous avoir choisi comme marraine. Et un banc bourguignon pour Ariane Massenet. Un!
la 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 l'air, la 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 la. Voilà, donc la vidéo est à voir actuellement dans le parcours permanent Module à table, et cette exposition qu'on vous conseille bien sûr d'aller voir si ce n'est pas encore le cas. Boire avec les dieux explore donc l'Antiquité, période fondatrice des imaginaires liés au vin. Et c'est un parcours très vivant. Alors je vais vous faire rebondir tous les deux sur ce qui a été dit par Ariane Massenet, le côté un peu social du vin. Qui veut commencer? Emmanuel Perraudin, Franck Ferrand. Allez, Franck. Oui, je pense que le vin fait partie des liens et des liants. Et c'est aussi vieux que le monde. On a trouvé des traces de vignes, vous savez. Alors, certains disent que c'est en Azerbaïdjan, d'autres en Arménie. On est au 4e millénaire, vous imaginez. Ça a pour nous des échos, ça, aujourd'hui, puisque on sait ce qui se passe en ce moment entre l'Azerbaïdjan, qui vient d'agresser sauvagement l'Arménie. Évidemment, on pense à ça, mais depuis très longtemps, le vin a été synonyme de sociabilité, d'échange, de partage, de solennité aussi, c'est très important. Et nous sortons à l'instant même, là, juste avant de venir vous parler, de cette magnifique exposition Boire avec les dieux. J'espère que vous l'avez tous vue, cette exposition qui est ici à la Cité du Vin, avec des œuvres magnifiques qui viennent du musée archéologique d'Athènes, du musée du Louvre, de la Fondation Gandour de Genève. Tout ça est absolument magnifique. Et que voit-on sur les grandes poteries de Phronios? Que voit-on sur les grandes poteries à figure rouge? On voit des gens qui banquettent, qui partagent, qui font des libations aux dieux, mais aussi libations à leur propre vie, qui échangent. Vous savez que pendant très longtemps, on buvait à la même coupe. Au Moyen-Âge, notamment, il n'était pas du tout d'usage d'utiliser des verres différents. On avait des chopes ou des anapes ou des cornes, enfin tout ce qui permettait de contenir un liquide, et on se le passait de convive en convive. Alors on dit quand même qu'on avait la politesse de s'essuyer un peu la bouche avec le revers des lèvres, mais ce partage, c'est en quelque sorte sans aucun jeu de mots, c'est une communion, bien sûr. Alors, Emmanuel Perraudin, est-ce que la notion de plaisir dans le vin, est-ce que cette dégustation est liée directement à Dieu, en fait, à la divinité, aux divinités plutôt? Si on en croit les mythes en fait, qui accompagnent notre civilisation judéo-chrétienne, c'est une quasi-évidence en fait. Chacun de nos pas est mené à la fois par le feu, donc par la cuisine, et par le vin. Que ce soit dans la religion juive, que ce soit dans les religions antiques, ou que ce soit même de façon plus étrange dans la religion musulmane. Confère ce qu'a pu écrire Omar Khayyam sur les bienfaits de l'ivresse pour toucher justement à l'extase divine. Et aussi confère ce que peuvent penser les soufis, dont Rumi, justement, de l'utilisation du vin, qui est donc possible aussi dans la religion musulmane. Je vous raconte cette histoire moi, j'imagine très bien que nous sommes des enfants à la fois du feu, donc de la cuisine, parce que c'est bien ce mythe prométhéen qui explique bien comment en fait le feu fuit des animaux que nous fûmes, les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune autre espèce animale qui passe ses aliments au feu, et ça fait quelque chose d'essentiel en fait. Toute cette construction de nos histoires, nos petites comme nos grandes histoires, autour de ces histoires de feu et autour de cette table-là, c'est pas rien. Elles sont constitutives radicalement en fait de ce que nous sommes. Toute société qui ne vit, et ensuite tout s'est passé. Ariane Massenet évoquait dans le petit film les rituels géorgiens, qui sont eux-mêmes en fait héritiers des rituels grecs. Franck Ferrand rappelait effectivement qu'on partageait la même coupe. Alors en Grèce antique, c'était le même cratère. Et il y avait une signification extrêmement particulière, parce que on était homme, reconnu comme citoyen, reconnu comme tel, à la table des dieux ou à l'égal des dieux, parce que justement on partageait le vin. Cette histoire a été reprise évidemment par les chrétiens. L'importance du vin dans la liturgie catholique est essentielle. Alors évidemment, tous
tous les participants ne peuvent pas communier, partager le vin, mais c'est uniquement symbolique. Mais ça redit bien cela aussi, cette importance-là du divin dans la consommation du vin. Il y a toujours une part de sacré. Le sacré est essentiel derrière le vin. Alors Franck Ferrand veut rajouter quelque chose. Oui, cette phrase qui me vient en vous écoutant, cette phrase de Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d'Adrien, justement, et qui complète d'ailleurs ces illustrations qu'on peut avoir de libations antiques, et où elle dit « Une coupe de Samos bue à midi en plein soleil, ou au contraire absorbée par un soir d'hiver, dans un état de fatigue qui rend plus immédiatement sensible son lent écoulement le long de nos artères, est une sensation divine, parfois trop forte pour une tête humaine. » C'est exactement ce qu'a voulu exprimer Ariane quand elle parlait justement de cette dimension à la fois de partage et de transcendance. Le vin, c'est le chemin vers les dieux ou vers Dieu. C'est aussi le sang du Christ. Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi de ce qu'est le vin aujourd'hui, de ce qu'était le vin autrefois à cette période-là? Le produit en lui-même était-il différent? Oui, il l'était complètement. Je vais vous parler de la période que je connais le mieux, pour la période romaine, en fait, où les vins étaient stabilisés ou avec un mélange de sucre, en fait. C'était du jus de raisin réduit à sucrosité qui permettait de stabiliser le vin, ou alors stabiliser à l'eau de mer. Et on y rajoutait quelques épices, notamment du fenugrec, qui fait que les blancs de l'époque ressemblaient étrangement à certains vins oxydatifs qu'on trouve du côté de Gaillac et plus sûrement du côté de la Franche-Comté aujourd'hui. Et qu'on diluait plus facilement à l'eau. Il y a une différence radicale dans le traitement du vin, ça c'est une certitude. Vous parlez de vin vivant aussi, quand vous voulez expliquer cette énergie du vin. Qu'est-ce que vous entendez par le vin vivant ? Le vin qui respecte toute la chaîne de production et toute la chaîne de son élevage, en fait. Il m'est arrivé de faire un événement, je ne dirais pas dans quel domaine, où j'avais besoin de feuilles de vigne pour pouvoir faire des cailles farcies. Je pensais que c'était pour un camp de naturistes, j'allais dire. Voilà. Des cailles farcies aux figues et au foie gras. Et j'ai demandé au maître de chai si je pouvais utiliser quelques feuilles de vigne de son... Il m'a interdit de le faire parce que trop de produits étaient présents. Et je sais bien que de toute façon, je ne suis pas du tout une sorte d'excité des vins nature, même si je ne bois quasiment que ça. Mais il y a cette attention-là, en fait, sur le vivant. En fait, il va forcément se ressentir dans ce qu'on va boire. L'essentiel, c'est quand même d'apporter le maximum d'attention à ce qui va être ensuite consommé. Ne pas forcément faire des choses un simple produit. Et nous avons bien trop souvent été réduits nous-mêmes à l'état de simples consommateurs. Il y a quelque chose comme ça d'un rapport vraiment sensible et sensuel au vivant, vraiment, et pas à la nature, hein, pour reprendre les mots de Philippe Descola. C'est-à-dire cette attention. On parle beaucoup d'anthropocène aujourd'hui, mais je postule que de toute façon, le vivant se rappellera à nous avec force, c'est une certitude. Il est évident que nous faisons partie d'un tout, en fait, mais que nous semblons le dominer, mais c'est une sorte de fantasme d'affranchi qui est finalement toujours un peu esclave dans nos têtes. Merci Emmanuel Perrodin pour ces explications. On va rebondir peut-être sur le service de table, c'est ce qu'on voulait aborder ensemble. Je pense que c'est une bonne introduction. Je voudrais juste dire un petit mot peut-être par rapport à ce que disait Emmanuel Perrodin sur cette notion de vie. Ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans le vin, c'est qu'il... comment pourrait-on dire ? Il fige la vie et nous permet de la redécouvrir à distance. Là, c'est l'historien qui parle, c'est l'amoureux du passé. Et il y a aux hospices de Strasbourg, vous savez, ce très vieux vin, qui est un vin de la fin du XVe siècle,
que l'on a pris l'habitude d'ouiller constamment, que l'on entretient, si je puis dire, mais qui est toujours le même vin. Et d'ailleurs, au milieu des années 80, je crois que c'était en 84 de mémoire, on avait fait une analyse très précise de ce vin, et on avait vu qu'il y avait bien incontestablement des éléments qui étaient des éléments du XVe siècle, qui sont là. Bon, alors ce vin, presque personne n'a le droit d'en boire. Je sais que le maréchal Leclerc, lorsqu'il est venu libérer Strasbourg, a eu droit de boire un verre. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu aussi, a eu droit à quelques gorgées. Bon, nous, on se contente de le humer, c'est déjà pas mal. Mais vous l'avez humé? Je l'ai humé, oui. Il est extraordinaire. Vous savez, il a un bouquet tout à fait remarquable, ce vin très vieux. Mais il m'a été donné de boire plusieurs vins très anciens. Je pense à un Armagnac du début du 19e siècle. J'ai eu la chance de boire des vins jaunes très anciens, des vins jaunes du début du 20e siècle. D'ailleurs, c'est très particulier, le vin jaune. Alors, il se trouve que je suis ambassadeur des vins jaunes, vous êtes jurassien, on sait à quel point le vin jaune est une chose très particulière, mais grâce à cette technique particulière, grâce à ce développement, vous savez, d'une couche à la surface du vin, d'une couche de pourrissure noble, qui va lui permettre de devenir en quelque sorte immarcessible. Ce vin ne bouge plus. Alors, il n'est pas houillé, justement, c'est-à-dire qu'on voit peu à peu diminuer le volume dans la barrique, et au moment où l'on remplit les bouteilles, eh bien, on a des bouteilles, ce qu'on appelle des clavelins, qui ne font que 66 centilitres. Mais ce vin, une fois qu'il a été embouteillé, il ne bouge plus, et vous pouvez le boire des décennies, voire probablement des siècles plus tard, et il sera toujours très goûteux. On a eu l'occasion aussi, j'ai le souvenir, je ne vais pas faire de publicité, mais j'ai le souvenir d'avoir assisté à un très grand dîner pour le centenaire des champagnes Krug, où on nous faisait goûter notamment des champagnes des années 1920, qui étaient toujours extraordinaires à boire. Bref, ce que je veux dire, c'est que vous buvez un vin de 1848, non seulement vous avez le sentiment de toucher à quelque chose d'une préciosité folle, puisqu'il en reste très 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 peu de flacons. On se dit, mais vous vous rendez compte, ils sont en train d'ouvrir une bouteille là pour nous, une de ces rares bouteilles qui restent. Mais en plus, ce vin que vous buvez, il vous fait ressortir 48, c'est le printemps des peuples, ce sont les révolutions qui ont parcouru l'Europe. Et vous vous dites, les vignerons qui ont préparé ce vin et qui l'ont mis en bouteille, eh bien, ces vignerons ont connu cette époque. Vous avez l'impression d'un seul coup d'abolir le temps et de tutoyer le passé. C'est aussi une des magies du vin. Et tout à l'heure, nous parlions de transcendance. Ça n'est plus une transcendance ascendante, c'est en quelque sorte, si je puis dire, une transcendance descendante et temporelle. Et c'est passionnant. Oui, c'est très juste. Il y a cette part en fait de verticalité du temps, en fait. C'est aussi la part du sacré qui se trouve même dans vos repas, dans les repas que nous pouvons prendre quotidiennement avec nos familles ou nos amis. En fait, il faut bien s'imaginer qu'on rentre dans une forme de parenthèse symbolique. Nous sommes dans des sociétés on a nié depuis presque 2 siècles, de façon assez méthodique, la part de rituels qui sont liés à nos vies, et pourtant elles sont extrêmement présentes. Parmi les dernières choses qui sont présentes comme ça, à l'air de rien quotidiennement, et c'est les parts les plus importantes pour moi des rituels, le repas en fait partie, parce que justement il nous permet de nous extraire en fait du déroulé des jours, et de nous mettre justement effectivement à cette verticale-là, à la verticale du temps, d'où l'importance de cuisiner aussi, c'est le fait de fixer effectivement le temps et de prendre le temps de la respiration. Ça, et de dilater l'instant. Et de dilater l'instant, c'est très juste, c'est très beau. Et vous allez très loin dans votre réflexion, Emmanuel Perraudin, puisque vous composez des plats avec une espèce de résonance avec le vin et avec les ingrédients qui composent qui composent le plat, voilà. Mais avec aussi l'artistique, par exemple, vous l'avez réalisé avec Picasso. Oui. Et comment vous allez imaginer cette résonance et comment vous allez la mettre dans l'assiette? Ouais. Moi, je suis historien de formation et je suis tombé amoureux de la cuisine sur le tard quand la cuisine n'était pas à la mode. Et j'avais 30 ans. Pas encore. C'est ça. J'avais 30 ans, j'arrivais à Marseille et je suis tombé à la fois amoureux de la cuisine et de cette ville et de ce territoire-là. Et je me suis dit quand j'aurais suffisamment de technique, je ferais en sorte de mêler mes 2 passions, c'est-à-dire l'histoire et l'histoire de l'art, et la cuisine. Parce que j'avais tout de suite compris en fait que la cuisine était un langage réel.
C'est un langage même qui relève de ce que Lévi-Strauss pouvait appeler la pensée sauvage, c'est-à-dire cette part qui fait plus appel à l'intuition et au raisonnement analogique plutôt qu'au raisonnement déductif, et cette part même en fait de votre compréhension du monde qui vient avant même que le travail de la raison vienne ou définir ou altérer la réalité. C'est-à-dire que quand par exemple vous dites j'ai un verre devant moi, j'ai l'impression d'en prendre conscience dans l'instant, et en fait c'est faux. Il y a quand même malgré tout quelques millièmes de secondes qui se passent avant que mon cerveau ne puisse le prendre en considération. Et j'ai essayé de jouer en fait dans les différentes interventions que j'ai pu faire. Je ne fais pas que des interventions avec des artistes ou autour d'artistes, mais quand j'ai travaillé là-dessus, m'interroger justement sur ces millièmes de secondes-là, c'est-à-dire de travailler sur ce qui nous dépasse ou ce qui fait à l'intérieur de nous ce qu'on ne veut pas forcément voir, ce qui me permet de revenir à Dionysos, si je puis me permettre. Allons-y. Parce qu'il y avait, parmi les belles choses en fait de cette magnifique exposition, effectivement, il y a une vraie mise en lumière de Dionysos, et Dionysos, c'est pas rien, parce qu'évidemment, il est présenté comme le dieu de l'ivresse et le dieu du vin, le dieu du théâtre, et ça aussi c'est corrélé, puisque vous me corrigerez, mais la fonction du théâtre est aussi avant tout une fonction rituelle, et c'est aussi avant tout, et ça on le dit quasiment jamais, c'est le dieu des autres et de l'autre au-dedans de nous. C'est-à-dire que la fonction symbolique du symposium, c'est-à-dire que pas rentrer dans tous les détails du repas grec antique, mais le symposium n'est pas un repas, c'est un banquet, mais c'est un banquet qui se passe après avoir mangé, où à ce moment-là, un symposiarque qui reprend la même fonction que l'ordonnateur géorgien va lever des santés, et on va faire circuler la parole. Et on commence toujours par boire parce que le vin est un prologue, parce que justement il faut un peu se libérer de soi. Et on commence toujours par du vin pur, et qu'ensuite on va diluer petit à petit, avec de plus en plus d'eau. Parce que la vie est mélange. Et c'est vraiment pour ça, c'était pas pour adoucir le goût du vin. Platon le dit très bien dans le banquet, en fait. On rajoute de l'eau systématiquement, parce que la vie n'est que mélange, en fait, et n'est qu'ouverture à l'autre, et même ouverture à l'autre au fond de soi. Il faut bien penser que les Grecs se pensaient avant tout dans leur rapport, ne se constituaient que dans leur rapport à l'autre. Il n'y a pas de trace de journal intime dans le monde grec antique. En revanche, ils n'existaient que dans leur rapport à autrui. Et la fonction justement du symposium permettait justement de travailler ça et de mettre bien cela en évidence. Je vous rappelle que les questions, c'est tout à l'heure. Vous allez pouvoir évidemment approfondir toutes ces questions qui sont abordées à l'instant avec vous, Emmanuel Perraudin. Vous voulez rebondir peut-être oui, sur ce mot qui a été dit à sur le l'instant. banquet, sur le symposium et sur ces rituels de libation de la Grèce antique qui sont peut-être à l'origine même de notre propre sociabilité. Il s'agissait de prendre conscience, comme vous l'avez dit, de l'autre en soi-même, de la dualité d'un dialogue intime, et de faire entrer dans ce dialogue intime le troisième, qu'est l'ami. Et ces symposiums étaient des banquets d'amis, pas d'amis simplement au sens des bons copains avec qui on passe un bon moment, des amis au sens d'une altérité qui permet de grandir et d'aller plus loin. Ça, c'est la base même de la consommation d'un vin, alors qu'il soit coupé ou pas d'ailleurs. Et si le vin était coupé dans la Grèce antique, il l'était de toutes sortes de produits, comment dit-on, il y avait des herbes, enfin je cherche le terme, comme des épices si vous voulez, et on finissait par obtenir des boissons qui étaient très altérées. Mais dans altéré, il y a autre. Et ce que l'on cherchait dans ce moment privilégié du symposium, c'était l'altérité précisément. C'est peut-être ce que l'on cherche lorsqu'on partage encore aujourd'hui une bonne bouteille avec des copains. Il y avait déjà la notion de terroir ou pas ? Comment ? Oui, ouais. Bien sûr. Alors, il faudrait, on ne va pas parler du Falerne et de Chios, etc., et de tous les grands vignobles implantés par les Grecs sur l'ensemble d'un bassin méditerranéen dont ils avaient fini par coloniser au moins la partie nord. Mais il est évident qu'il y avait déjà, il était déjà question de terroir, de cru, etc. Tout ça n'est pas né au temps moderne, loin de là. Et vous êtes bien placé ici pour savoir ce que nous devons à l'Empire romain quant à l'extension
dimension du vignoble européen. Alors aujourd'hui, on a des verres différents pour chaque vignoble. On s'y perd un petit peu, hein, d'ailleurs, quand on doit servir ce bon vin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette naissance de ces verres? Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement des formes vous avez raison. différentes? C'est très important, le récipient. Pendant très longtemps, on buvait soit dans des cornes, soit dans des ersatz, enfin, comment dirais-je, des succédanés de cornes. Le riton, qui est le vase rituel des libations grecques, est composé, alors il est généralement, selon la richesse de l'hôte, il est en bronze, en argent ou en or. Mais ce riton, vous savez, souvent, pas toujours, mais souvent à tête de taureau, qui est d'ailleurs une importation hellénique de vieux rituels perses. Et on en voit dans l'exposition. On en voit dans l'exposition. Oui. Ces ritons présente la particularité d'avoir la forme de la corne. Alors nous avons dans l'exposition ou ailleurs, nous avons l'habitude chez les collectionneurs de les voir monter, c'est-à-dire sur des petits socles qui permettent de les tenir, mais ils n'étaient pas montés, parce que le principe même, c'est que lorsque le vin était servi, il fallait le boire et qu'on ne reposait pas son récipient pour reprendre le vin. Ça, c'est une pratique très moderne. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les pratiques du vin et les pratiques du service, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout cette dimension. Et plus tard, si vous prenez ce qui se passe chez les Gaulois, avec leurs grandes cornes qui sont serties de boucles d'or, vous savez, ou si vous prenez ce qui va se passer dans les pays scandinaves, etc., on a toujours ce principe d'une corne que l'on se passe, mais que l'on ne pose pas, que l'on n'abandonne jamais. Le vin est un principe essentiel et vital qui, une fois servi, doit être partagé, c'est certain. Alors, par la suite, on a inventé le verre. Bon, certes, ça c'est très occidental. Mais quand a-t-on inventé ce verre, cette individualité? On a, dès le Moyen-Âge, dès le haut Moyen-Âge, hein, déjà, dans les cours mérovingiennes, on possède des bocs, on possède des choses qui se posent très facilement, et puis, mais c'est encore des verres collectifs, là. Et puis, petit à petit, alors ça, c'est l'avancée de la Renaissance. Ça vient d'abord de Byzance, et puis surtout, ce sont les souffleurs de verre de Venise qui vont inventer cette substance magique. Dites-vous qu'autrefois, un petit morceau de verre, on avait du verre, on avait de l'obsidienne, on avait des verres naturels autrefois. C'est-à-dire que un morceau de verre, c'était un objet infiniment précieux, car d'une rareté folle. Et puis on a appris comme tout le reste, hein, c'est prométhéen ça, on a appris progressivement à domestiquer la nature, à la façonner, à la souffler. Ce sont tous les arts du feu. Et c'est vrai que les souffleurs de Murano, si j'ose dire, pour aller vite, c'est vrai que les Vénitiens ont, alors dès le XIVe, hein, mais bien sûr surtout à partir du XVe siècle, ils ont fait ces verres extraordinaires. J'ai la chance, moi, d'avoir des amis qui ont la plus belle collection au monde de verres vénitiens. C'est incroyable. Alors vous entrez dans cet appartement, il y a des vitrines et des vitrines, et vous avez des verres qui sont d'une fragilité, d'une finesse, mais on se demande même s'ils sont matériels. Vous savez, ils ont l'air d'être quasiment essentiels ou quintessentiels. En tout cas, ces verres, ils ont encore tous leurs petits ornements, leurs languettes, etc. Ils ont des petites fioritures qui sont même pour certaines mobiles à la surface du verre. Vous dites, mais comment est-ce que ça a pu, cette chose infiniment précieuse, comment a-t-elle pu traverser 2, 3, 4, 5 siècles, et 5 siècles après nous apparaître? Et alors, lorsque je le vois, l'ami dont je vous parle, là, il est anglais, il attrape ses verres comme ça à pleine main. Je dis, mais oh mon Dieu, mais il me dit non, il faut surtout pas il ne faut surtout pas les prendre avec trop de précautions, parce que c'est dans ces moments-là qu'on finit par les casser. Mais je lui dis, tu es conscient que si jamais tu casses ce verre, tu vas casser un témoignage fabuleux d'un travail d'artisanat et même d'art qui a été préservé pendant 5 siècles, mais on ne le casse pas, et hop, il le repose à sa place comme ça, et on se dit, bon, il est toujours là pour les générations suivantes. Bref, le verre, vous savez de quoi est composé un verre? D'une coupe, d'une jambe et d'un pied. Alors nous, on parle de verre à pied, mais dans la pratique, il faudrait d'ailleurs parler de verre à jambes. C'est ça la vérité. Alors, bon, le pied, ça c'est la partie technique qui permet de poser le verre.
La jambe, c'est intéressant parce que ça, c'est là qu'on voit le savoir-faire du fileur de verre. Et ça, seuls les grands ateliers, à partir de la fin du XVIe siècle, sont capables de faire des jambes régulières. Et puis au-dessus, il y a la coupe. Alors cette coupe, elle est plus ou moins ornée, plus ou moins transparente, plus ou moins épaisse, et elle adopte, selon le vignoble dont il est question, une forme un peu particulière. Alors vous avez le verre parfaitement ballon, le verre bourguignon, vous avez les verres taillés qui sont plutôt dans les régions de l'Est, hein, pour boire du Tokai ou des vins d'Alsace. Vous avez, et puis alors ici, vous avez le magnifique verre tulipe de Bordeaux, qui peut-être est ce qu'on a fait de, comme souvent à Bordeaux, vous me direz, je ne dis pas ça pour flatter le public, mais c'est parce que c'est vrai, c'est peut-être ce qu'on a fait de plus raffiné, de plus élaboré, pour permettre d'un côté aux arômes de se maintenir, et en même temps, avec le temps, à mesure qu'on observe le vin, de s'épanouir. Je dis à mesure qu'on l'observe, vous connaissez cette phrase c'est un peu un pontosade, mais c'est tellement amusant que je vais y céder quand même. C'est Talleyrand qui possédait Aubryon, vous savez, Talleyrand organisait au ministère des Relations extérieures pendant tout le consulat et une partie de l'Empire des dîners absolument extraordinaires auxquels il fallait être convié. C'était des moments absolument sublimes. On n'est plus du tout dans le partage du symposium, là. On est dans le caractère impressionnant d'une civilisation occidentale qui veut en mettre plein la vue aux convives. C'est ça. Bon. Et alors, Talleyrand organise un de ses grands dîners à l'hôtel de la rue Saint-Florentin et il voit arriver un général russe parce qu'on est en pleine occupation de 1814. Et le général en question, qui a beau être un très grand soldat, ne connaît pas les usages et moins encore les usages de la cour de France, de l'ancienne cour, dont Talleyrand nous disait qu'elle avait été la quintessence des douceurs de ce monde. Et évidemment, le général russe, il attrape son verre comme ça. Il le vide. Il le repose et il attend que le valet vienne le remplir. Et là, non, lui dit Talleyrand, oh, monsieur, ce n'est pas ainsi qu'on procède chez nous. Non. On sert le vin, et puis, évidemment, alors là, j'ai pas de jambes pour le coup, hein, mais on prend le verre et on le fait danser, n'est-ce pas? Et on observe sa robe, et on observe sa jambe sur les parois du verre, et puis ensuite, enfin, on l'approche et on en hume le bouquet. Et ce bouquet vous révèle 1000 choses sur le vin qu'une dégustation ne vous aurait pas. Et à ce moment-là, le général russe l'interrompt, lui dit « Et ensuite, on le boit !»« Non, dit Talleyrand. Ensuite, on pose son verre et l'on en cause. » Ça, c'est une autre conception du vin. C'est une conception qui est peut-être plus, comment dirais-je, plus artistique, plus hédoniste aussi peut-être, qui est moins une conception de partage, mais qui est une conception de raffinement suprême. Et on aura peut-être l'occasion de parler des services, des différents types de services, mais là, il est certain que s'attache à la civilisation du vin, et notamment dans le XVIIIe, le XIXe, et même jusqu'au milieu du XXe siècle français, s'attache une notion de raffinement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voyage, on ne se dit pas que voilà, ça fait partie de notre culture française, puisqu'aux États-Unis, un verre est un verre pour tout type de vin. Oui, c'est vrai. Alors, aux États-Unis, moi, la première fois, j'ai été très surpris. Après, on s'y fait, mais ils vous servent des verres qui sont presque c'est comique. Ils sont immenses, comme des espèces de grandes cuvettes en verre, comme ça, sur un pied. Et alors, quel que soit le vin qu'on vous sert, on vous le sert dans ces espèces de très grands ballons. Ils doivent avoir l'impression que ça fait chic, j'imagine. Mais pourquoi pas, après tout. L'avantage de ces très grands verres, c'est qu'ils font beaucoup ressortir la robe du vin, pour le coup, qu'on peut admirer comme dans aucun autre verre. D'accord. Emmanuel Perraudin, vous avez peut-être quelque chose à dire aussi ? Oui, ce qui est intéressant dans cette question du travail du verre, juste une petite parenthèse sur la corne, je reviens juste, j'adore les parenthèses et revenir sur un tout petit peu en arrière. Mais c'est ça la conversation, oui. C'est ça le symposium. Oui, c'est vrai. La corne a une importance symbolique aussi, parce que figurez-vous en fait qu'elle est liée au Minotaure, évidemment, et au labyrinthe, parce que en fait la double corne en fait, ça se dit labris, et ça reprend la double H cultuelle, qui est en fait l'étymologie même du mot labyrinthe, et au cœur du labyrinthe se trouve le Minotaure, et on revient toujours à cette histoire les histoires tournent en boucle en fait. Cette histoire d'initiation. Exactement. Et la forme du verre, en fait, c'est vraiment très intéressant, c'est parce que ça fait partie des découvertes qui sont importantes dans la dégustation du vin.
pour en parler avec des sommeliers régulièrement, il y a 2-3 choses qui les ont marqués profondément ces dernières années. Comment justement la matière, donc le travail de la matière a pu modifier la perception justement d'un vin, parce qu'évidemment que si vous prenez un simple verre ballon, vous n'aurez pas, sans snobisme aucun, mais si jamais on veut vraiment éveiller et déjà réveiller le vin, être attentif à lui et faire un vrai travail olfactif autour de lui, il est certain que le verre ballon, c'est pas du tout la meilleure solution. Et il y a plein de choses, enfin, ça m'avait apparu comme étant du marketing, moi quand j'avais commencé à m'y intéresser, et en fait pas du tout. Il y a des vraies différences de dégustation, au moins autant que la musique en fait, qui modifie également la dégustation du vin. C'est intéressant de voir comment 2 matières différentes, enfin une fréquence et une matière en fait, modifient cette perception-là. Ce qui moi me permet de dire une chose, c'est que j'aime aussi le vin, parce que c'est une des rares activités que nous avons qui puisse nous permettre de continuer à exercer notre odorat la plupart du temps. Parce qu'un des drames de l'histoire humaine, c'est d'avoir abandonné finalement la chasse et la cueillette. Alors, on ne va pas s'en plaindre, hein, surtout pas. Mais nous étions constitués autour de nos 5 sens. Et puis, l'air de rien, nous en avons gardé 3 qui fonctionnent encore à peu près correctement. Mais le goût et l'odorat qui nous permettaient de savoir ce qui était bon et ce qui nous a permis pendant des millénaires de survivre, en fait, a progressivement diminué. Et le vin fait partie de ces activités qui nous permettent de les maintenir vivants, en fait, en nous intéressant justement, en nous forçant à... Alors, il ne faut pas tomber dans l'écueil de vouloir impérativement maîtriser le vocabulaire, en fait, de l'œnologie. C'est important de le savoir et c'est important que les gens dont c'est le métier le maîtrisent, mais... ce qui est important aussi, c'est de se faire confiance dans une dégustation, dans l'approche du vin, et de savoir en fait ce qui vous fait réagir, de voir quelles sont les odeurs que vous pouvez découvrir. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu ce manga remarquable qui s'appelle Les Gouttes du vin, où justement il y a tout un travail d'approche justement sur l'initiation, enfin comment se reconnecter justement à ce sens qui paraît exister alors qu'il est totalement amenuisé en fait et totalement mis de côté par notre espèce. Et le vin, heureusement qu'il est là pour justement pour le soutenir. Il y a un parcours sensoriel d'ailleurs à découvrir. Ça fait partie des beautés de la cité. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est drôlement chouette, voilà, justement pour identifier un petit peu tout ça. Mais est-ce que quand on voyage comme vous, Emmanuel Perraudin, est-ce qu'on découvre encore des choses typiques dans le travail, dans le partage du vin, dans chaque terroir, dans chaque vignoble ? Oui, alors oui. Est-ce qu'on a des traditions différentes, par exemple en Bourgogne, par rapport au Bordelais ou dans les Côtes-du-Rône ou bien dans la Loire, et même en Provence. Voilà, oui. Est-ce qu'on a d'autres traditions ? Oui. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais oui, il y a une vraie fraternité, une vraie communauté du vin, c'est général. Je pense que tous les vignerons comme tous les cuisiniers, appartiennent à une forme de fraternité, mais il est certain en fait qu'ils font partie aussi, puisqu'ils travaillent la terre. Ils font partie encore de ceux qui travaillent la terre, et donc ils valorisent. On vit une époque en fait qui, je suis désolé, je vais répondre à côté, mais on vit une époque en fait où il y a une tentation à l'uniformisation en fait. Et parmi les choses qui font la saveur du monde, il y a le fait de continuer de travailler la terre, le terroir. Non, pas le terroir. J'aime pas ce mot-là. C'est un mot du 19e qui a des relents nationalistes, mais parce que les racines n'existent pas. Nous ne sommes que fractures et rencontres, malgré tout, pour que nos histoires en fait régionales en fait, ou nos microclimats, on va parler de climat, c'est mieux, on va parler bourguignon. Les microclimats en fait sont systématiquement valorisés par ceux qui travaillent la terre et qui en sont au contact quotidien. Et ça fait partie des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et c'est sûr que le travail du vin par les Jurassiens ne sera jamais le même que celui des Bordelais, c'est évident, parce que de toute façon, ils ne vivent pas le même climat, pour le coup, ils ne vivent pas les mêmes saisons, ils ne vivent pas les mêmes contraintes. Longtemps, ils n'ont pas parlé la même langue. Donc, oui, il est certain que de toute façon, les choses sont encore extrêmement diverses aujourd'hui, grâce au vin, justement, et dans le domaine du vin, et dans le domaine du maraîchage aussi. Oui, le climat est important, effectivement, vous avez bien raison de le souligner, puisque ça donne aussi des notes différentes par rapport au climat.
Oui, surtout si on compare le Jura avec le Bordelais, c'est quand même Alors moi, un contrairement joli à vous, face-à-face. moi, je crois beaucoup au terroir et à l'enracinement. Et je crois beaucoup que cette métaphore de la vigne est très intéressante du point de vue des personnes, au sens individuel, mais aussi des peuples, au sens collectif. Et je crois que la singularité dont vous parliez, toutes ces aspérités, toutes ces différences, cette mosaïque qui fait la saveur même de vivre, sont à défendre et à développer contre l'uniformisation dont vous parliez. Vous savez, à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France, Roland Barthes rendait hommage à ce qu'il appelait la sapientia des anciens. Et dans cette sapientia, il faisait, et je ne fais que citer les dernières phrases de son merveilleux discours introductif en le disant là, il faisait référence, disait-il, à un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. La saveur me paraît indissociable de la singularité et la singularité indissociable d'une forme d'enracinement qui fait la noblesse, qui fait la beauté. Plus les racines sont profondes, et ce ne sont pas les vignerons qui me démentiront sur ce point, et plus le feuillage peut devenir efflorescent. Je crois qu'il y a quelque chose de magnifique à s'ancrer loin pour aller ailleurs. C'est ça qui est fort, et c'est ce dont nous devrions, en quelque sorte, défendre toujours l'idée. Alors, à cet enracinement vient s'ajouter une autre notion qui est la notion de dépassement, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Il s'agit juste d'être les deux pieds dans la glaise comme un cep de vigne, évidemment, c'est pas formidable. Mais il faut qu'ensuite, tout ça permette de se dépasser soi-même, d'aller plus loin, d'aller dans une excellence de recherche. Et ce qu'il y a de fabuleux dans le vin, et c'est ce que j'avais découvert au cours de la longue enquête qui avait présidé à ce livre que nous avions fait avec Flammarion pour le 150e anniversaire des grands crus classés. Donc, c'était en 2005 par définition. 1855 et 150, ça doit faire 2005. Et j'avais rencontré tous nos maîtres de chais, etc., de la région du Médoc. C'était passionnant. J'étais allé dans 60 des 61 grands crus. Je vous laisse deviner quel était le 61e qui n'avait pas voulu nous recevoir. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Donc, j'avais rencontré tous ces gens, et ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que le dépassement, l'excellence, la volonté de faire mieux, toujours mieux, n'est pas dans un sens ascensionnel, n'est pas dans un sens... On ne veut pas se dépasser pour aller plus haut, plus fort, etc. Non, on veut aller plus au milieu. Il y a quelque chose de très... C'est très Montaigne, ça, finalement, c'est très bordelais. On veut aller vers une espèce de quintessence et d'équilibre, vers ce petit fil tellement ténu qui permet d'arriver au cœur même de l'excellence. C'est ça aussi le vin, me semble-t-il. Mais la recherche de l'équilibre, vous l'avez aussi dans l'assiette en tant que cuisinier. Vous n'allez pas dire l'inverse, Emmanuel Perraudin. Ah oui. Non mais en fait, je vais rebondir à ce que vous venez de dire. Revenez des vignes, s'il vous plaît. Non, je reviens aux vignes. Non mais je suis d'accord avec ce que vous avez raconté. Simplement, moi, ce qu'il y a dans la notion de terroir, en fait, c'est la peur du repli me paraît toujours pour moi quelque chose de Mais nous devons lutter contre ça. Qui va contre le sens de l'histoire. On peut aimer même. le terroir sans se replier pour autant. Voilà. Si c'est le prérequis, ça va. Ça me va. ça me va. Donc l'équilibre dans le vin et dans l'assiette, l'équilibre aussi quand on peut peut-être parler un petit peu du service à table, hein, puisque on est aussi très appliqué dans la manière de disposer les verres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors là je parle sous le contrôle d'Emmanuel, parce que moi là je connais moins ça, mais vous avez remarqué que les façons de servir ont explosé depuis une quinzaine d'années environ. Moi, je ne suis pas un très grand gastronome, je dois le confesser bien humblement, donc je ne passe pas mon temps dans les 3 étoiles, mais dans les 3 macarons, comme disent mes amis passionnés. Je ne fais pas du tout partie du club des 100 et de tous ces trucs-là. Mais néanmoins, je vois bien, pour le peu que je peux fréquenter de temps en temps ces établissements, parce que j'y suis invité de temps en temps, je vois bien que on vous fait participer maintenant à une expérience, c'est très différent. Il y a même, et je ne citerai pas les chefs et les endroits, mais il y a même des endroits où on fait la cuisine avec vous et on vous fait participer à ce qui se passe. On vous montre la chimie de la cuisine, on vous ouvre
à des expériences gustatives, olfactives, à des expériences tout court, différentes. Il y a quelque chose, on n'est plus du tout dans le service au sens classique du mot, on est plus dans la participation à une expérience. Et ça se développe de façon exponentielle. Je pense, il me semble, en continuant, en poursuivant les lignes, et peut-être y aura-t-il une réaction dans un autre sens, mais en tout cas, si l'on continue dans le sens où nous sommes partis, je pense que les grandes dégustations se feront de plus en plus, j'allais dire, à l'atelier et sur le comptoir, beaucoup moins sur la table nappée, vous voyez. Alors, cette évolution... vers quelque chose de plus populaire, donc. Ah, pas forcément plus populaire. À mon avis, c'est très élitiste entre nous, soit dit. Mais en tout cas, vers quelque chose de plus immédiat, oui, et de plus participatif. Et on veut être au plus près du travail du chef et de sa brigade, en fait. Ça intéresse les gens, d'où tous ces restaurants qui vous montrent d'ailleurs la cuisine à travers une grande vitre. Bon, si vous regardez bien les convives, assez souvent, ils regardent pendant 10 minutes et puis après, leur conversation prend le dessus. On a envie de dire heureusement, parce que le symposium se maintient. Bon. Mais, pour revenir à votre histoire de service, la grande révolution, avant celle que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est la révolution du début du 19e siècle. Pendant des siècles et des siècles, dans ce qu'on appelait l'ancienne France, avant la Révolution, pour parler clair, on servait à la française. Qu'est-ce que c'est qu'un service à la française? C'est un service par service. Alors, un service, c'est un ensemble de plats que l'on met sur la table. Alors, selon que vous êtes chez un bourgeois, chez un évêque, chez un grand seigneur ou chez le roi de France, évidemment, vous n'avez pas le même nombre de services. Dites-vous que chez le roi au Grand Couvert, il y a 48 plats par service. Ça veut dire, vous imaginez qu'on sert près de 150 plats dans chaque repas. Ça veut dire indigestion. Mais non, parce que c'est un service à la française. Donc, je vous explique comment ça se passe. Les convives viennent s'asseoir autour d'une table qui est déjà chargée, déjà prête, où l'on a installé alors, ce qu'on appelle un premier service. Alors, c'est un mélange de bouillon, de pâté, de confiserie. On mélange tout à l'époque. Hein. Il n'y a pas du tout, c'est pas comme aujourd'hui avec une entrée, un plat, un dessert. On en est très très loin. On mélange un peu tout ça. Selon la place où vous êtes, vous avez, à moins d'avoir le bras très long ou de bonnes relations à table, vous n'avez accès qu'à un certain nombre des terrines ou des plats qui sont présentés là. Une grande partie de l'attention de la cuisine a été portée au dressage, c'est-à-dire qu'on fait des mises en scène spectaculaires, on présente les faisans avec toutes leurs plumes, on présente les galantines d'une façon comme des roses, etc. C'est très beau à voir. Vous grappillez avec votre fourchette ce que vous pouvez. De temps en temps, vous pouvez demander à un valet, parce que chaque convive a son propre valet. Donc vous pouvez demander à un valet de vous apporter un plat, mais c'est pas très bien vu d'aller demander un plat qui se trouve à l'autre bout de la table. Donc si vous adorez les asperges en mousseline et qu'elles sont à 5 mètres de vous, il y a de forts risques que vous n'y touchiez jamais. Bon. Et puis alors, le problème, c'est qu'on sert tout ça, mais bien souvent, ça arrive un peu froid quand même. Et donc, on est obligé de faire beaucoup de plats en gelée, etc. Quand on a fini ce premier service, les valets, très prestement, parce que c'est tout un art, on savait faire ça, on disait que c'était un grand balai, vous savez, c'était d'un raffinement extrême. On enlève, vous n'avez même pas le temps de vous en rendre compte, on enlève les plats et hop, on vous en remet 48 autres. 2 fois, puis hop, on les enlève et on apporte les entremets, 48 encore. Bon, et vous n'avez, vous, puisé qu'à quelques-uns de ces plats. Et évidemment, il y a un tel capharnaüm sur cette table que vous ne pouvez pas mettre de verre, sinon les verres se casseraient. Bon. Alors que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, vous avez derrière vous le valet, justement, qui s'appelle l'échanson, en l'occurrence, et qui vous apporte sur un petit plateau le verre, vous buvez, vous remettez le verre sur le plateau, il s'en va. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand vous voulez boire, il n'y a même pas besoin de le dire, hein, parce que ces gens-là sont très attentifs, donc vous vous retournez à peine et hop, on vous apporte le verre. Bon. Ça, c'est le service à la française qui a été maintenu en France jusqu'en 1810. Même dans les grands soupers de M. de Talleyrand, dont je parlais sous la Révolution française et pendant le Consulat, on avait encore le service à la française. Et puis, en 1810, arrive l'ambassadeur d'Alexandre Ier, qui s'appelle Kourakine, le prince Kourakine, grand ambassadeur russe, qui donne des soupers absolument fastueux dans Paris, et lui arrive avec une autre pratique qu'on appelle le service à la russe. Alors, qu'est-ce que c'est que le service à la russe? C'est-à-dire que vous êtes assis à table, il n'y a plus rien sur la table, plus exactement, il y a des fleurs, parce que les Russes adorent les fleurs, hein, bon, c'est peut-être parce que les fleurs sont rares en Russie qu'on les adore à ce point. Vous avez donc une très belle décoration de table, mais où vous ne pouvez plus vous servir sur la table, il n'y a plus rien à manger sur la table. En revanche, vous avez les verres sur la table,
Donc, on vous sert dans vos verres et vous avez des serveurs qui arrivent et qui vous présentent les plats dans lesquels vous vous servez. Et donc, ça veut dire qu'il y a... Alors, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, entrée, plat, dessert. À l'époque, il y avait premier entremets, deuxième entremets, poisson d'eau douce, poisson d'eau de mer, viande blanche, viande rouge, les fromages et les fruits, comme on disait, ce que nous appelons, nous, les desserts. Quand même, en France, on va très vite amodier ce service à la russe en maintenant les desserts sur la table. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les décorations florales, quand vous arrivez, la maîtresse de maison a préparé, enfin la maîtresse de maison, on a préparé sur la table tous les desserts que vous pourrez manger soit pendant le repas, soit à la fin du repas, selon votre préférence. Et par ailleurs, on vous apporte les plats. Assez vite, on va s'habituer à même apporter, alors là, ce qu'on appelle le service à la Beaumont, c'est-à-dire que 2 convives se servent simultanément dans le même plat, tout simplement pour les plus vite. Ça a 2 avantages, ça. D'abord, pour la cuisine, on sert chaud, et d'autre part, tout le monde mange la même chose, mais ce qui veut dire que vous ne mangez plus seulement en fonction de vos goûts, de ce que vous préférez, de vos préférences, vous mangez ce qui se présente. C'est donc une sorte d'ouverture d'esprit à une cuisine plus inventive. Et de grands chefs, alors le plus célèbre est Escoffier, mais il faudrait parler de tous nos grands chefs, vont s'appuyer sur le service à la russe pour développer la gastronomie. Et puis, plus tard encore, mais ça c'est seulement à partir des années 1930, et sous l'influence de Kurnonski notamment, qu'on va faire un service dit à l'anglaise, qui nous paraît un peu barbare, mais qui maintenant est très répandu, notamment dans tous les restaurants, qui est un service à l'assiette. C'est-à-dire qu'on vous apporte les assiettes, alors souvent sous des cloches, pour que tout soit bien chaud, et vous avez les maîtres d'hôtel qui soulèvent la cloche en même temps. C'est très spectaculaire, et ça permet que tout le monde mange en même temps, sans avoir à se servir. Parce que quand vous vous servez, il y a les gens habiles. Moi, j'adore ça. Quand vous faites les dîners parisiens, il y a encore des gens aujourd'hui qui savent se servir. C'est-à-dire que vous voyez ces dames-là, sont très habituées d'une seule main, avec la fourchette et la cuillère. Hop, 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 elles se servent, elles font une magnifique assiette. Vous dites, mais comment elles font ça? Parce que vous, à côté, vous êtes avec vos 2 mains, vous essayez de vous servir, ça se renverse à moitié, vous n'osez même plus prendre de légumes, parce que de toute façon, ce que vous avez fait est déjà un carnage, vous reposez tout, et vous espérez que le maître d'hôtel enlève vite le plat. Bon. Eh bien, le service à l'assiette évite ce genre de carnage, si je puis dire, mais c'est peut-être aussi le signe d'une certaine décadence, puisque ça veut dire qu'on ne sait même plus se servir au plat. Comme disait Giraudoux, c'est à leur façon de se servir et d'éculer leurs talons qu'on reconnaît les peuples décadents. Franck Ferrand, merci. Bon, Emmanuel Perraudin, vous pouvez quand même en placer une ou deux, hein, si vous voulez. Non, hein. mais vous inquiétez pas, moi ça me va très bien. Non, mais c'est le service à l'assiette, il est aussi pour aller plus vite, pour envoyer plus rapidement. Et ça commence avec l'Escoffier, en fait. Et ces modifications, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est né le restaurant à la fin du 18e, en fait, et comment il s'est développé tout au 19e, puisque c'était la fin des pratiques aristocratiques, en fait, la fin de la royauté, donc, et la fin des grandes maisons, de la plupart des grandes maisons aristocratiques, et donc la mise au chômage, enfin, qui n'existait pas à l'époque des cuisiniers, qui ont dû se retrouver donc du coup à chercher emploi et à développer dans un premier temps des bouillons au restaurant, pour devenir ensuite petit à petit des restaurants de plus en plus évolués. Et donc il y a eu ce parallèle effectivement entre malgré tout le maintien de la cuisine, vous le dites très bien, le service à la russe, mais qui a pris corps tout de suite, de toute façon, puisque le restaurant se développait en parallèle, notamment à Paris. Voilà. La couleur, et puis peut-être qu'on va déjà passer aux questions, puisque je pense qu'on est à peu près dans les temps pour les questions. Donc je suppose que quelques personnes ont déjà l'intention de se lancer. Donc juste, la couleur a son importance aussi, quand on parlait de résonance tout à l'heure entre l'artistique et la gastronomie. Est-ce que la couleur du vin et la couleur que vous avez présentée dans l'assiette a aussi son importance? Oui, ça trompe de toute façon. On s'attend à avoir... oui, ça trompe l'esprit, de toute façon. C'est bien compris par le marketing, de toute façon, qui insiste sur certaines formes de couleurs. Vous parliez d'expérience tout à l'heure. Effectivement, il y a, dans certains restaurants, vous allez pouvoir trouver des gens qui vont vous présenter des fraises blanches, enfin, en tout cas des fraises qui ont une autre couleur, mais vous n'allez pas forcément tout de suite trouver le goût de la fraise, parce que vous n'aurez pas identifié... C'est pour ça, en fait, qu'on ne se fait pas suffisamment attention à ses propres sens. En fait, on est bien souvent dérouté par la première impression qu'on a, qui est bien souvent fausse. Et c'est bien montré par justement ces jeux sur les couleurs. Juste, je me permettais aussi vous avez la chance dans cette ville d'avoir
un restaurant remarquable qui s'appelle Le Prince Noir à Lormont. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés. Vivien Durand. Et parmi les nombreuses qualités, parce que non seulement lui et son équipe proposent une cuisine exceptionnelle, mais ce qui fait la singularité de cet établissement, c'est que c'est un établissement qui s'interroge sur le service en permanence aussi, et qui est toujours aussi à l'accueil, à l'écoute. L'accueil est terriblement important, et ils ont une façon comme ça de toujours interroger leur relation justement, alors à leurs clients, à leurs amis. Ça fait partie des très très belles choses. Je tenais à le souligner. C'est pas une forme de publicité, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a qu'une étoile alors qu'il en mériterait au moins plus, et que ce garçon joue un rôle vraiment important dans ce qu'est la cuisine contemporaine aujourd'hui, sans que forcément trop de monde personne ne le sait vraiment, mais en fait, son influence est inversement proportionnelle à sa reconnaissance par le Michelin. C'est incompréhensible pour moi, mais si vous n'y êtes pas allé, je vous invite à y aller, parce que vous aurez au moins une idée de ce qu'est aujourd'hui une gastronomie rêvée, de mon point de vue. L'alliance parfaite entre un service d'une extrême qualité et des plats que... moi, ça fait partie des meilleurs plats que j'ai goûté l'année dernière. Là, son foie gras cuit à 83 degrés à cœur, ce qui paraît une aberration, mais qui est pourtant tellement juste. Betterave Café était un des souvenirs les plus beaux de 2020. Ça, c'est une belle déclaration. Merci pour Vivien Durand. Et d'ailleurs, en été, vous pouvez être attablé avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et justement, c'est la notion du partage qui est encore là respectée. On va peut-être passer aux questions. Donc, je vous rappelle que si vous posez une question, on ne veut pas vous passer le micro parce que Covid est toujours présent. Et donc, vous essayez de parler le plus fort possible. Et pour ceux qui sont donc de l'autre côté, dans la vidéo sur Zoom, il faut aussi qu'ils puissent entendre vos questions. Donc, je redonnerai la question au micro pour que tout le monde puisse entendre ce qui va être dit et ce qui se dit. Voilà, donc question pour Franck Ferrand et Emmanuel Perrodon. Perrodon. Voilà. Donc, qui veut se lancer? Alors, je regarde peut-être qu'il y a déjà des questions sur Zoom. Pas de questions Zoom pour le moment. On dit toujours que c'est toujours au premier chrétien qu'échoua le plus gros lion. C'était Saki qui disait ça, mais ça se vérifie en fait. Perrodin. Alors, le travail pour Picasso, c'est-à-dire la relation entre l'art de Picasso et la gastronomie pour Emmanuel Perrodin. Bon, c'était à l'occasion d'une exposition dans le musée de Marseille qui s'appelait Picasso, les voyages imaginaires. Je voulais montrer... Picasso dit qu'en fait, si jamais il avait dû relier les différents points qui constituaient sa vie, alors qu'il a très peu voyagé, en fait, on aurait trouvé la forme d'un minotaure. Et m'intéressant et réfléchissant autour de Picasso, on s'aperçoit que tout son travail, en fait, consiste à déceler la part de tache, la part coulante, qui se trouve au fond, qui se trouve en nous. En fait, il déstructure en permanence. En fait, c'est un ogre qui digère le monde. Et son travail est profondément, quasiment ésotérique pour moi. Et donc, du coup, j'ai voulu essayer de montrer cela. La particularité, c'était aussi un travail... il y avait une pièce des musées d'archéologie, parce qu'on a la chance d'avoir un très beau musée d'archéo à Marseille, et Picasso, et dont une petite poterie, alors une onokoé créto-minoenne. En fait, c'est un petit vase cultuel qui sert normalement à servir du vin, et qui fait une trentaine de centimètres. En fait, c'est un vrai chef-d'œuvre de l'art créto-minoen. Et sur ces 30 cm sont dessinés les 20 mètres de fond marin connus à l'époque. Elle joue un rôle important parce qu'en fait, elle est redécouverte à la fin du 19e siècle et que la redécouverte de la Crète, en fait, va profondément influencer les avant-gardes du début du 20e siècle, notamment sur le travail de l'inconscient, justement parce que cet art créto-minoen n'était pas un art de ligne droite, c'était un art de la courbe. Aucune ligne droite ne constituait cette eunokoé, mais qui est vraiment d'une beauté folle. D'ailleurs, les musées crétois en rêvent de la voir, mais
mais Muriel Garçon et la ville de Marseille ne laisseront pas partir. Si jamais vous passez par là, je vous invite à y aller. Et donc du coup, l'idée c'était de procéder par paliers en 12 étapes. Légères aussi, on essayait de... Je commençais par un jeu de mots, j'aime bien toujours commencer par un jeu de mots. Je commençais par des croquettes de lapin, a priori qui étaient à l'encre de sèche et au charbon. Parce que en fait, le lapin, une des étymologies possibles de l'Espagne, c'est le pays aux 1000 lapins. Et que je trouvais que l'analogie était trop belle entre Picasso, qui venait de Majorque et qui avait ensuite été colonisé le monde, et ces lapins espagnols qui finalement se retrouvent partout. Et ensuite, on procédait par paliers. J'avais choisi donc la Méditerranée, puisque l'essentiel du voyage se trouvait autour de la Méditerranée et des chemins antiques. Et je procédais par paliers en descendant au premier stade, les coquillages, et puis plus on descendait, on continuait à travailler le poisson. Évidemment, pas de vaisselle. On a fait toute la vaisselle aussi, parce que l'idée, c'était de décontenancer le plus possible. J'avais en tête, d'ailleurs, je l'ai fait réciter aussi pendant le dîner, j'avais en tête la promenade de Picasso, qui a été écrite par Prévert. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette promenade. C'est une des plus jolies introductions, une des plus belles introductions que je connaisse au processus créatif. Je ne vais pas vous le réciter, mais je vais juste raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un peintre de la réalité qui tente de peindre une pomme. Il s'endort. Picasso passe par là, croque la pomme, casse l'assiette sur laquelle était posée la pomme, et la pomme lui dit merci. Et quand le peintre se réveille, il ne lui reste que les trois pépins de la réalité. Et donc on avait cassé les assiettes pour en refaire de nouvelles aussi, pour essayer de montrer, notamment sur, juste un dernier exemple, c'était sur une toile, on avait juste une toile, et j'avais donc mis un poulpe que j'avais réussi à bleuter en le cuisant avec du bicarbonate de soude et du vinaigre sans dépasser les 70 degrés. Comme ça on avait un vrai bleu qui refaisait aussi référence à sa période hellénistique des années 50. Et un peu d'encre de sèche et un peu de betterave. Et en fait, donc, les gens en mangeant, en fait, s'apercevaient finalement qu'ils étaient en train eux-mêmes de faire quelque chose avec la toile. Et il y avait quelque chose comme ça de réappropriation finalement c'est pas rien comment dire, souvent quand on va au musée, on y va avec deux écueils, le fait de croire qu'on sait, ou le fait de penser qu'on ne sait pas, et qui sont évidemment deux voies impossibles. Il faut bien souvent plutôt laisser parler son cœur et se faire un peu confiance. Je dis pas ça, j'ai l'air un peu angélique comme ça, mais je crois vraiment en fait au rapport intuitif à la réalité, et notamment aux œuvres d'art. Et c'était une façon aussi de libérer aussi le public, parce qu'on avait la chance de manger. On était dans la chapelle de la Vieille Charité avec les baigneurs de Picasso en toile de fond. La mise en scène était, on avait une chance folle de pouvoir avoir le droit de faire ça. Et donc c'était juste pour leur permettre de trouver une autre façon de se réapproprier leur propre création en fait. Chaque œuvre devrait nous inviter à créer nous-mêmes. Ça fait partie en plus, moi je trouve que ça fait partie des forces de Picasso. Et on terminait par un poulpe avec une sorte d'eau de mer sucrée. Un poulpe en meringue en fait. J'avais commencé par un jeu de mots, je terminais par un jeu visuel, et entre deux il se passait une plongée. Voilà. C'est un peu je ne sais pas si j'ai été très clair dans l'explication de ce que je fais, mais il faut le manger en fait, il faut l'éprouver ouais. Merci. Alors une question par Zoom. Donc, lorsque vous parliez de la dilution du vin au fur et à mesure des symposiums pour faire entrer l'autre dans le dialogue intime, cela fait pour moi écho à l'expression populaire « mettre de l'eau dans son vin ». En effet, cela ramène à l'idée d'accepter l'autre dans sa différence. L'origine de cette expression est-elle liée à ce rituel? Qui veut répondre? Franck Ferrand? Il faut distinguer là la causalité et la synchronicité. Il n'y a pas de... Non, l'explication ne vient probablement pas de là, pas pour autant que je sache. Mettre de l'eau dans son vin, ça dit exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire atténuer ce qu'il peut y avoir de trop fort dans une opinion ou dans un point de vue. Vous savez qu'on mouillait le vin jusqu'à une période très récente, ce qu'on a oublié, jusqu'à la dernière guerre, on mouillait le vin. Seuls quelques, on parlait tout à l'heure d'Escoffier ou de Kurnonski, des gens comme ça, quelques gastronomes, alors bien sûr Grimaud de la Reynière, mais quelques gastronomes déjà préconisaient de boire le vin pur, mais
Il ne serait venu à l'idée de personne de boire le vin pur jusqu'à une période relativement récente. Louis XIV, on le sait, on a raconté ça 10 000 fois, mais Louis XIV mouillait tellement son vin que son eau n'était qu'à peine rosie, vous savez. Et c'est Fagon qui d'ailleurs lui avait conseillé d'abandonner le vin de Champagne, qui n'était pas un vin pétillant blanc à l'époque, qui était encore un vin rouge de Champagne, un œil de perdrix, pour boire un vin de Bourgogne, mais un vin de Bourgogne qui était tellement dilué. Et Louis XIV, en faisant ça, ne faisait d'ailleurs que suivre les conseils de son illustre aïeul, puisque Saint Louis lui-même disait à Joinville, attention, si vous ne mouillez point assez, vous ne vivrez pas longtemps. C'est-à-dire qu'on pensait à l'époque que boire du vin pur, ça faisait mourir. Bon. Donc l'expression, c'est une expression imagée qui vient visiblement de là. Mais en revanche, il y a bien une synchronicité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cause à effet, si ce n'est pas l'explication de l'expression, c'en est en tout cas l'illustration. Car c'est vrai que pour aller plus loin, pour être capable d'échanger, pour créer ensemble, pour vivre ce suc même de la vie qui est l'échange, le partage et la création commune, il faut être capable de mettre au propre comme au figuré un peu d'eau dans son vin. Une question peut-être dans la salle, oui. Bonsoir. Vous avez évoqué l'évolution du verre à table. Est-ce qu'on peut aussi évoquer l'évolution de la bouteille qui est liée à l'art de la consommation? C'est bien une question de Bordelais, ça, puisque... Alors, on va répéter la question pour nos amis qui sont sur Zoom. Monsieur demande qu'on parle après l'évolution du verre, parler de l'évolution de la bouteille. De la bouteille, voilà. Je vais vous laisser parler de ça, mais juste, il est certain qu'en 1723, si ma mémoire est bonne, il y a eu ici une chose très importante qui est l'installation d'une industrie verrière. Et donc, on s'est mis à fabriquer des bouteilles. Cette bouteille, elle a joué un rôle dans bien des domaines. Elle a totalement modifié la vinification. On en a dit un tout petit mot tout à l'heure à propos du vin jaune. Il faudrait parler du champagne, là, pour le coup, et de Dom Pérignon. La bouteille, elle a joué un rôle absolument essentiel. Jusqu'alors, on livrait le vin en pièces, comme on disait, c'est-à-dire en tonneaux. Et on tirait le vin pour les invités au moment où ils arrivaient, jusqu'à une période, là encore, relativement récente, jusqu'au premier tiers du 19e siècle, en fait. C'est en 1790 qu'a été embouteillé le premier vin de Bordeaux. Alors là, je parle de mémoire. Hein. Si c'est en 91, vous ne m'en voudrez pas, mais en gros, c'est en 1790 que Château Lafite a, pour la première fois, embouteillé un vin. Je ne parle pas ensuite de Mouton qui lui, fera la mise en bouteille au château, mais ce sera un siècle plus tard. Non, merci pour la question. Hein. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Pas mieux. Juste la prochaine un petit mot sur les bouteilles. Juste, il faut savoir quand même qu'en revanche, à table, on servait en bouteille. Ouais. C'est-à-dire que le propriétaire, enfin l'hôte, la personne qui vous recevait, avait dans sa cave des pièces de vin. On allait tirer le vin. On le mettait non pas en carafe, comme on le dit très souvent, le vin était servi essentiellement en bouteille, et ensuite on nettoyait la bouteille, et vous savez comment on la lavait, la bouteille, avec des petits clous, en fait. On avait des clous qu'on appelait des clous de ménage, qu'on mettait dans la bouteille, on secouait la bouteille pour qu'il ne reste rien, aucun tanin, et qu'elle soit bien lisse, bien belle, pour être ensuite utilisée avec un autre vin. Allez, une autre question dans la salle ou pas ? Je ne vois pas de main qui se lève, alors on va passer à une question sur Zoom. Le repas gastronomique, le bien manger, est-il de plus en plus au cœur des intérêts des Français ? Alors on va laisser répondre Emmanuel Perraudin, peut-être ? Oui, alors il y a un enflement de la question culinaire depuis maintenant une vingtaine d'années. La télévision, il a joué un rôle essentiel. Et c'est vrai que la cuisine redevient un peu plus... On l'a vu en plus avec les temps de Covid, hein, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais tout le monde s'est un peu réapproprié aussi un peu cela. Ça, c'est une certitude. Et ça fait partie des belles choses, en fait, qui sont liées à notre art de vivre. Parce que moi, une de mes inquiétudes profondes, malheureusement, ça ne touche pas toutes les couches de la population, parce qu'une de mes grandes inquiétudes, en fait, c'était... Je viens d'un milieu ouvrier d'un côté, paysan de l'autre, et jamais je n'ai vu un produit qui était issu de l'industrie agroalimentaire dans les frigos de mes grands-parents ou dans les celliers de mes grands-parents. Aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart de nos frigos, y compris de ceux qui travaillent, qui sont ouvriers ou qui travaillent au champ, la proportion s'est inversée. Loin de moi l'idée de... Je ne suis pas là en train de dire que l'industrie agroalimentaire c'est mal. Pour une bonne et simple raison, c'est que je n'oublie pas en fait qu'il y a encore 30 ou 40 ans,
des gens, en tout cas dans mon coin, avaient la spécialité, étaient dits maîtres de la terre, c'est-à-dire qu'en fait, ils savaient la terre qu'on pouvait manger quand on n'avait plus rien à manger. Et je sais toute la part que l'industrie agroalimentaire nous a permis justement de nous libérer en fait de ce stress, et de ce stress de la faim. Nous sommes des générations bénies. Malgré tout, la facilité des temps ou je ne sais quoi, les effets du marketing, un abandon progressif en fait, l'impression de ne pas avoir assez de temps pour cuisiner, a fait en sorte que la cuisine s'est un peu à un moment donné amenuisée, la part en tout cas dans les foyers français. Fort heureusement pour le coup, à l'effet inverse, là, grâce justement à la télévision, grâce au Covid, c'est un des effets bénéfiques en fait de cette saloperie. Oui, donc il y a un nouveau intérêt, même si l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du repas français, moi, m'avait inquiété aussi un tout petit peu, parce que j'ai toujours un peu peur quand on inscrit quelque chose au patrimoine, c'est bien souvent qu'il est en danger en fait de disparition. Et bien les repas auxquels moi j'ai pu assister, les repas qui me paraissaient interminables, ces repas d'enfance du dimanche, ont tendance quand même malgré tout à disparaître, il faut bien le reconnaître. Mais bon, voilà. La cuisine est quand même là. J'espère qu'il ne faut pas qu'elle s'enfle trop. J'en parlais ce matin justement avec des journalistes parisiens. On a parfois un peu trop de coups de projecteur sur nous, sur les cuisiniers, en oubliant que ce qui fait en fait la singularité de ce métier, moi ce qui a fait une des choses qui fait que je l'aime profondément, c'est que c'est quelque chose de quotidien, qui ne doit jamais vraiment trop se prendre au sérieux. Évidemment qu'on est là pour valoriser les territoires et valoriser des producteurs, mais la part de l'ombre en fait était aussi celle du cuisinier. Elle me paraît extrêmement importante. De toujours chercher trop de lumière, en fait, je ne sais plus où se trouve le principe créatif finalement. Une question dans la salle ? Non, alors on va continuer sur les questions de Zoom. Quelle influence sur la gastronomie a eu sur le changement de service à la française vers le service à la russe ? Bon, on va peut-être poser cette question à Franck Ferrand. Oui, mais on a déjà amorcé la réponse tout à l'heure en disant que à partir du moment où vous passez de plats, je vais un peu caricaturer, mais pour simplifier les choses, de plats froids, spectaculaires et nombreux à des plats chauds, goûteux et sélectifs, eh bien, vous perdez en savoir-faire et vous gagnez vous perdez en extension et vous gagnez en intensité. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne savait peut-être moins. Quand vous étiez au milieu du XVIIIe siècle, dans les grandes maisons dont vous parliez, on avait un art absolument consommé, par exemple, de peler les fruits. On avait 150 façons de peler les fruits, de les présenter de la façon la plus spectaculaire, la plus inouïe, parce qu'il fallait faire ces fameux buffets. On installait ça sur les bords. À partir du moment où le fruit est servi individuellement et le même pour tout le monde, etc., on va chercher le très bon fruit, on va chercher son goût, on va aller chercher le bon producteur, etc. On s'intéresse un tout petit peu moins à la façon de le peler. Vous voyez. Donc il y a eu une évolution d'une cuisine qui était une cuisine de savoir-faire spectaculaire, pas toujours goûteuse, vers une cuisine où les saveurs sont devenues primordiales. Et ça, c'est vraiment l'un des héritages du service à la russe, oui. Alors, un dernier appel pour une question. Oui, madame ? Ou monsieur, peut-être. Oui, pardon, je n'ai pas mes lunettes. Excusez-moi. Vous pourriez dire que les Chinois ont en quelque sorte repris le service à la française, mais modernisé, puisque moi j'ai vu des tables qui tournent, où tout est servi et ça tourne. Alors on parle des Chinois avec le service à la française. D'un point de vue historique, les Chinois ont quelques millénaires d'avance sur nous. C'est plutôt nous qui avons copié qu'eux, en l'occurrence. Et nous les avons copiés, d'ailleurs, ça n'est pas faux. Si on veut faire une généalogie de la façon de servir, il est très probable que nous soyons les héritiers des grandes tables romaines. Ces grandes tables romaines étaient directement copiées sur la gastronomie perse, qui elle-même s'inspirait de la gastronomie chinoise. Donc on doit pouvoir faire une généalogie de ce genre. Les Chinois sont très antérieurs. Actuellement, est-ce qu'en Chine, je ne sais pas si c'est exceptionnel ou quoi, mais... Non, oui, mais parce que les Chinois ont conservé ce mode. Oui, tout à fait, vous avez raison. Oui.
Oui, ce qui évite d'avoir à lorgner l'asperge que vous ne goûterez jamais. Mais parce qu'en fait, dans le service à la française, en fait, il fallait non seulement, il y avait aussi des placements politiques, c'était éminemment politique, donc moins on avait d'importance, moins on avait la possibilité d'accéder. Hein. Alors que là, ça tourne pour que tout le monde puisse y avoir accès. On raconte, là encore, la célèbre anecdote, pour le coup c'est Kurnonski qui raconte ça, la célèbre anecdote de Monsieur de Talleyrand servant le bœuf. Parce que vous savez que le maître de maison était censé découper. Tout le reste était servi par des valets, mais le maître de maison, ça c'était la tradition, même le roi, hein, Louis-Philippe, découpait. Quand Louis-Philippe avait 80 convives, ça c'est Gosselin le Nôtre qui raconte ça très bien, il dit qu'il devait passer 1 heure à découper les poulets parce qu'il fallait que ce soit le maître de maison qui découpe. Quand on était en service privé, bien entendu, pas dans les grands dîners d'État. Bref. Pour raconter en un mot l'anecdote de Talleyrand, parce qu'elle est rigolote, ça pourrait nous servir peut-être de conclusion, peut-être pas de conclusion, mais enfin pour finir, je dirais, Talleyrand sert donc le bœuf. Alors, il sert, on lui a prédécoupé quand même. Inutile de vous dire qu'on lui a facilité un peu la tâche quand même à ces grands messieurs. Et alors, il sert une première tranche et il sert dans l'ordre protocolaire, bien entendu. Est-ce que, Monseigneur, est-ce que Votre Altesse Royale permettrait que je veuille bien lui présenter cette modeste tranche de bœuf? Bon. Et puis alors, il coupe, etc. Baron, puis-je vous servir un morceau de bœuf, etc. Et puis, et vous, monsieur, prendrez-vous du bœuf? Et à la fin, pour la personne qui est au bout, Lambier, du bœuf? Et c'était ainsi, néanmoins. Il y avait quand même une hiérarchisation très grande. Bon, vraiment, merci pour tout ce qui a été dit ce soir. On a appris beaucoup de choses. Je relance un dernier appel sur les questions en vous disant que si vous voulez regarder à nouveau cette conférence, cette rencontre de ce soir, vous pouvez aller bien sûr sur le site La Cité en ligne et vous avez une multitude de vidéos, de podcasts qui concernent bien sûr tous les sujets abordés ici dans cet amphi et puis à la Cité du Vin. Allez voir l'expo qui est juste un bonheur, voilà. Donc vous en privez surtout pas. Mais ça c'est vraiment magnifique et vous avez des pièces dont la fabuleuse représentation du cratère de Vix notamment, mais il y a des pièces extraordinaires qu'on n'a même pas l'habitude de voir et je pense notamment à celles qui viennent du musée archéologique d'Athènes qui sont éblouissantes. Alors, ça sera peut-être la conclusion. Et avec des œuvres, en plus, il y a des œuvres contemporaines qui sont... Hein, voilà. Donc, pour vous, c'est ça. Et pour vous, Emmanuel Perrodin, le coup de cœur de cette expo que vous avez vue très rapidement, pour donner vraiment envie d'y aller, pour ceux qui n'ont pas encore découvert... Non, on est saisi, effectivement, par la reproduction du cratère de Vix. Il y a quelque chose comme ça de la... Oui, c'est ça. On est passé... Vous qui... Moi, vous l'avez... Moi, je n'ai pas cru, en fait, que c'était ça. Mais c'est drôle. Et c'est tellement incroyable. Incroyable. Bon, voilà. Donc, merci d'avoir été là ce soir à vous deux. Et puis, je rappelle que vous avez une actualité. Donc, vous allez partir faire une itinérance avec des jeunes, il me semble. Oui, ça, c'est en 2023. Mon itinérance... Vous travaillez déjà dessus, ouais. Oui, mais c'est surtout les dîners insolites. Je participe à l'organisation d'une série de dîners qui respectent les principes du théâtre, c'est-à-dire une unité de temps au mois de juillet, une unité de lieu de département du 13, unité d'action, le repas. Et c'est une table de 60 mètres de long qui accueille 130 convives à chaque repas, 20 dîners, donc tout le mois de juillet, dans des lieux qui ne sont pas dévolus normalement à la restauration, des lieux un peu emblématiques du territoire, où on montre comment, avec 20 chefs, comment la cuisine et la table peut raconter le paysage, l'histoire et le goût d'un territoire. Et parce que c'est bien, toujours en respectant ce que dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire que nos histoires, elles tournent finalement autour de cette table-là et de ce verre de vin. Enfin, Franck Ferrand va vous retrouver tous les après-midi. Au Tour de France ? Au Tour de France. Oui, dans quelques jours. C'est reparti pour une grande boucle de plus. Alors, ça fait toujours un peu peur. On a toujours une espèce de vertige. On se dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ça fait plus de 6 heures de direct télé tous les jours pendant 21 jours d'affilée. Mais bon, une fois qu'on est parti, on est très content. Avant, ça fait un petit peu... Il y a toujours un petit moment de recul, mais on va y aller. Puis en plus, je pense que ça va être un très beau Tour de France qui commence par la Bretagne cette année. Donc ça va être formidable. Et puis nous avons la 6e étape qui nous permettra de survoler avec nos hélicoptères 18 châteaux dans la même étape. Ça va être formidable, ça. Et puis il va passer à Libourne pour aller jusqu'à Saint-Émilion. Et il Saint-Émilion. sera ici, bien sûr. Mais Alors là, oui. inutile de vous dire que je prépare mes fiches.
Il n'y a plus du tout, ça y est, nous avons, nos fiches sont complètes. Je signale aux personnes qui sont dans cette salle que nous ne pourrons plus prendre de candidature. Je dis ça parce que vous savez, dans les jours qui précèdent le départ du Tour de France, tout le monde, évidemment, prêche pour son château viticole, ouais, pour son pont, pour le lavoir qu'il est en train de restaurer, ce qui est normal, bien sûr. Bon, ben alors merci à tous et je crois qu'on peut les applaudir très fort pour leur prestation. Merci à vous surtout. Merci encore, merci Isabelle, merci à vous Emmanuel et Franck Ferrand d'avoir participé à cette rencontre. Nous nous retrouvons la semaine prochaine donc, dans l'auditorium pour un autre rendez-vous, une conférence de Sophie Lignon d'Armaillac, qui est maître de conférence en géographie à l'Université Paris-Sorbonne et qui viendra nous parler de l'évolution de l'œnotourisme qui s'oriente de plus en plus vers la gastronomie. C'est mardi 29 juin à 19h ici. C'est aussi retransmis en ligne. Et tout le long du mois de juillet, on vous a réservé quelques surprises, des after-work quasiment tous les jeudis à 19h sur des thématiques différentes. Donc 3 vins à déguster. Et un spectacle qui s'appelle Dionysos, qui est un spectacle qui réunit 12 jeunes comédiens très talentueux qui vont donc vous parler de l'histoire de Dionysos, et ça se passe dans les jardins de la Cité du Vin. Ça se passe le vendredi 9 juillet à 20h30 avec une dégustation de vin. Je vous recommande fortement de venir d'y participer. Voilà. Merci encore, bonne soirée.